Et dans le débat de l'effet patrimoine, on se pose cette question, faut-il changer de contrat d'assurance vie avec tous les contrats d'assurance vie en ligne qui sont désormais proposés? On a deux magnifiques exemples sur le plateau avec Nalo et Goodvest. Messieurs, on le disait tout à l'heure dans les experts, effectivement, il y a une proposition et déjà beaucoup de gens qui sont équipés, entre guillemets, beaucoup qui ne sont pas. Mais pour ceux qui sont équipés, est-ce que ça vaut le coup de changer de contrat, d'aller sur un contrat, par exemple, comme vous proposez, qui est, on va le voir, avec pléthore d'unités de compte, avec de la gestion pilotée si on ne sait pas quoi faire, et surtout avec des frais réduits? Clément. Oui, en tout cas, c'est une question qu'il faut se poser. Dès lors que l'épargne que vous avez ne répond pas tout à fait à vos attentes ou à vos objectifs, ou peut-être même si vous ne vous êtes pas posé la question de pourquoi finalement j'ai ce contrat, donc on vous invite vraiment à vous la poser. Et effectivement, c'est possible de racheter ce qu'on appelle donc un contrat d'assurance vie, de sortir d'un contrat d'assurance vie pour éventuellement rentrer dans un autre contrat d'assurance vie. Donc il y a des impacts fiscaux qu'il faut bien mesurer, mais si le contrat a un peu d'antériorité et selon la plus-value, finalement, les gains qu'il y a à l'intérieur, on peut sortir sans fiscalité en lissant éventuellement sur plusieurs années. Mais déjà, si le contrat a pas ou très peu de plus-value, Oui. il n'y a pas d'impact fiscal. Donc Voilà. voilà. Là, si on a fait finalement 0 plus ou 1 plus, Ouais. ça peut valoir le coup, comme on le dit, d'essayer de rattraper de la performance. Mm. Mathieu Silva Santos. Moi, je partage totalement ce constat. Il faut se poser la question, surtout que depuis quelques années, on a la loi Pacte aussi qui permet le transfert, même la transformation d'un contrat d'assurance vie ancienne génération vs nouvelle génération, tout en conservant l'antériorité fiscale du contrat. Donc ça, c'est vraiment une plus-value assez importante pour les épargnants qui souhaitent passer sur des contrats moins onéreux, plus en accord avec leurs valeurs ou autres, tout en conservant cette antériorité. Après, effectivement, c'est très compliqué à mettre en place. Ce transfert Pacte, Oui. c'est un petit peu un parcours du combattant. Je crois que c'est possible quand c'est le même assureur, c'est ça? Oui, Et même encore quand c'est les mêmes assureurs, c'est assez compliqué. Bon. Les transferts de PER, ça se fait très facilement, mais les transferts d'assurance vie, c'est plus compliqué. Donc nous, ce qu'on dit également, c'est de se poser la question, parce que souvent, les épargnants peuvent se dire « Ah, j'ai de l'antériorité fiscale sur ce contrat, j'ai pas forcément envie de le transférer ». Nous, ce qu'on dit, c'est regardons les caractéristiques de l'ancien contrat. Quels sont les frais qui y sont associés? Quel est l'univers d'investissement? Quel est l'univers des unités de compte disponibles? Quelle est la rémunération éventuellement du fonds en euros? Parce qu'il y a tout intérêt finalement à passer sur un nouveau contrat, surtout quand on est jeune, à remettre à zéro le compteur fiscal, des fameux 8 années. Si on repart sur un contrat plus aligné avec ses valeurs, moins cher et plus performant. Bien sûr. Justement, c'est vrai qu'on doit en parler, bien évidemment. Il y a aussi une incitation forte qui doit driver les gens. Ce sont le niveau des frais. Il faut le dire, vos solutions en ligne, peut-être parce que la structure est réduite, peut-être parce que ce mode de distribution, vous n'avez pas d'agence physique. Ça veut dire qu'on gagne chaque année, finalement, peut-être pas mal d'argent. Clément Nouvet, est-ce qu'on doit en comparatif entre assurance vie classique et assurance vie en ligne? En moyenne, on est 2 à 3 fois moins cher qu'une banque traditionnelle. Donc Nalo, c'est 1,40% de frais auxquels on peut ajouter les frais des supports unités de compte, donc des ETF. Donc on va dire un tout compris à 1,65 Oui. en moyenne. On constate sur des banques ou des assureurs un peu traditionnels plutôt des frais entre 3 et 4,5%. Ouais. Donc Et puis effectivement. vous oubliez peut-être des frais aussi, c'est les frais d'entrée qu'on voit sur certains Ouais, contrats. exactement, vous avez raison, frais d'entrée, frais d'arbitrage parfois aussi Ouais. encore, donc c'est des choses qui existent encore effectivement, qu'on pratique pas du tout. Et vous les calculez même plus parce que... Non, ouais, exactement, on les a un peu sortis de notre logiciel, mais pour autant c'est vrai que c'est une réalité et ça paraît fou, mais c'est vrai que sur des temps longs, l'impact il est énorme sur le rendement du contrat. Donc 1,40 et puis après les unités de compte, on va voir ça dans un instant. Mathieu Silva Santos chez Goodvest. Nous, pareil, on essaye de diminuer au maximum les frais, parce que y a des coûts qu'on n'a pas à subir, comme des agences, des établissements en tout cas plus traditionnels. Nous, en termes de frais de gestion administrative du contrat, on sera plutôt aux alentours de 1,50, auquel on rajoute les frais des unités de compte entre 0,2 et 0,4%. Oui. Donc au total, on est entre 1,7 et 1,9%, tout compris. De la même façon, je ne parle pas des frais d'entrée parce qu'on n'en a pas. Et il ne faut pas les négliger, ces frais d'entrée. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, parce qu'en moyenne, on constate que les frais d'entrée s'élèvent entre 2 et 3% en moyenne encore aujourd'hui. Ce qui est un peu, moi je le dis, je pense, une aberration, parce qu'on part déjà avec 2 ou 3% de retard la première année. Donc encore faut-il qu'on reste longtemps sur le contrat pour les amortir, ces frais d'entrée. Et après, à côté de ça, on va avoir des frais assez importants sur des unités de compte très chargés la plupart du temps, qui vont venir en fait
aplatir d'année en année la performance du contrat. Et oui, parce que si les intérêts composés se composent, les frais également. Et donc, Totalement. ça peut faire plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros Ouais. au terme de 10, 20 ans et plus. Alors, dans le contrat d'assurance vie, classiquement, on a un grand compartiment sécurisé, on en a parlé, c'est le fonds euro, qui a très bien fonctionné les dernières années. Pourquoi ? Parce que les taux étaient très hauts, donc ça valait le coup. On a même vu des fonds heureux qui distribuent du 3,5, 4%, voire plus pour certains. Ça ne va pas durer apparemment. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez chez Nalo ? Oui, c'est quelque chose qu'on propose. Voilà, pareil, en questionnant, en essayant de questionner le pourquoi, Oui. pourquoi je veux On investir et disait, c'est quoi pas mon forcément objectif. la meilleure solution Non, aujourd'hui. exactement. Faut trouver mieux. Sur du temps long. Voilà, exactement. La vraie question, c'est pourquoi je veux investir. Et si on questionne bien le projet du client, on arrive à voir ce qui est le plus adapté. Mais donc pour des projets court terme, donc des personnes qui auraient besoin de leur argent dans les 2-3 ans, effectivement, le fonds en euros, c'est probablement la meilleure solution. Et donc oui, on la propose, le cas échéant, à nos Donc clients. échéance court terme, pourquoi pas. Ouais. Sinon, ça va être des unités de compte. Et là, vous proposez, vous nous l'avez dit tout à l'heure, ça sera à base d'ETF, c'est ça, les trackers ? Exactement. Pourquoi cette solution ? Tout simplement. Alors, donc déjà, nous, on croit beaucoup à la gestion passive. Ouais. On pense que c'est fondamentalement difficile de battre le marché. Il y a plein d'études qui démontrent que c'est très difficile de faire mieux que le marché. Donc, on croit plutôt à la gestion passive. Donc, les ETF, c'est des instruments qui permettent de répliquer justement des indices. Et donc qui font le marché, ils vont pas faire plus, mais ils vont pas faire moins. Ils sont transparents, ils sont très peu coûteux. C'est 0,25% à peu près les frais d'un ETF, quand tu le disais tout à l'heure, mais sur des fonds de gestion active, on va être à 1,5, 2 selon les fonds. Hein. Ouais, exactement. Alors après, ça dépend des fonds, mais c'est à peu près, on va dire que c'est la moyenne. Donc c'est pour ces raisons-là en fait qu'on a. D'accord. Et là, on s'expose très rapidement à des zones géographiques. Ça va être la France, ça va être les États-Unis. Voilà, exactement. C'est des zones géographiques, c'est des secteurs. Qui peuvent, c'est aussi, on peut exclure certains secteurs, voilà ce qu'on propose nous aussi via une gestion éco-responsable, mais voilà, c'est vraiment d'avoir une exposition qui va bien correspondre à ce que souhaite le client. Combien d'ETF ? De combien d'unités de compte du coup ? Alors, référencé, c'est plus d'une centaine chez Nalo. Après, au sein des gestions, on essaye de pas trop multiplier non plus le nombre de lignes pour que ça reste lisible. On va dire, dans les contrats, en moyenne, c'est 10-12 lignes généralement, et on considère que ça suffit parce que, en fait, avec un ETF, on s'économise déjà en tout cas une partie de la diversification. Par rapport à une ligne, c'est-à-dire que si j'achète une action, je suis très exposé et donc j'ai besoin de diversifier mon portefeuille. L'ETF, il permet déjà de base de diversifier. Donc on n'a pas besoin d'avoir autant de lignes que sur un portefeuille action traditionnel. C'est très clair. Chez Goodvest, pas de fonds euros, ça c'est un choix fort. Ouais, pas de fonds en euros, effectivement, depuis le début. Alors le choix, il découle naturellement en fait de notre méthodologie, de notre engagement. On a une méthodologie, comme je disais, qui s'appuie sur 3 grands piliers, une exclusion sectorielle, une analyse de l'empreinte carbone et une analyse de l'empreinte biodiversité qu'on fait depuis quelques mois. Et aujourd'hui, le problème du fonds en euros, c'est qu'on a très peu de transparence sur les actifs qui sont réellement investis au sein du fonds en euros. Et même quand on regarde un petit peu en surface, ça ne respecte pas forcément notre cahier des charges. Donc dès le début, chez Goodvest, on a décidé de mettre à l'écart le fonds en euros. Donc effectivement, ce ne sont pas des contrats qui vont être adaptés à des temps très courts. Néanmoins, on a quand même des profils plus prudents, investis davantage en obligations, des obligations courtes, moins sensibles justement aux mouvements qu'on peut avoir sur les taux d'intérêt, qui vont permettre justement de diminuer le risque et a fortiori la volatilité des portefeuilles. D'accord. C'est vous qui faites la gestion avec... Voilà, c'est vous qui choisissez aussi les unités de compte. Exactement, et donc du coup à 100% en unités de compte, c'est nous qui les choisissons, c'est nous qui les gérons. On a un comité d'investissement, on a une équipe de gestion également, unités de compte assez variées, et beaucoup d'ETF également, parce que pour nous c'est une manière d'aller chercher de la diversification sectorielle et géographique à moindre coût, très rapidement, mais également un peu de gestion active, parce que nous on pense que l'investissement responsable passe également par de la conviction, et notamment par des thématiques qui ne sont pas forcément appréhendées par les ETF. Donc on a beaucoup de thématiques autour de la solidarité, des forêts, etc. qu'on ne peut pas forcément retrouver dans des ETF et que nous on vient les capter justement via de la gestion active. Néanmoins, on respecte quand même, on essaie d'être aligné avec les intérêts du client et on sélectionne uniquement des fonds en gestion active en clean share ou en part institutionnelle. Donc on n'est pas sur les 2 à 3% de part de frais retail, enfin de part retail qu'on peut trouver habituellement, quasiment tout le temps, en tout cas sur le marché. Et nous au moins on n'est pas rémunéré sur ces fonds.
et le client en tout cas sait combien on touche parce que ça fait partie des 1,9% dont je parlais tout à l'heure et notamment 0,9. C'est très clair. Une barrière à l'entrée, messieurs, ça peut être aussi, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas de l'assurance vie online, de justement pas avoir d'agence. Alors, on n'y va plus, mais ça rassure. Est-ce que vous avez proposé un service, une offre 100% digitale, ou est-ce qu'on peut parler à quelqu'un, à un conseiller en vrai? Clément, Les deux. on démarre avec Clément. Les deux. Les deux. Donc, on est 100% digital. Vous pouvez gérer, tout faire en toute autonomie. Sur votre espace client, de souscrire en toute autonomie. En revanche, on a une équipe de conseillers privés qui ont un background en gestion de fortune, qui sont passés par des grandes banques, qui sont là pour accompagner nos clients, répondre à leurs questions, les aiguiller dans la gestion de leur patrimoine plus globalement que les avoirs qui confient à Nalo. Et donc, on est toujours à disposition du client. En fait, si le client veut avoir quelqu'un au téléphone, il peut très facilement, il y a un numéro, ils peuvent prendre rendez-vous très facilement avec nos conseillers. On a aussi un standard téléphonique, tout simplement. Donc, on est très disponible. On n'est pas lâché dans la nature. Non. Alors, la nature, on aime bien chez Goodvest. C'est le même système. Oui, totalement. On a les deux modes de fonctionnement. Nous, il faut savoir que donc les clients peuvent souscrire en totale autonomie directement sur le site. On a une équipe de conseillers, de la même manière, qui va accompagner justement nos clients dans leur projet d'épargne et d'investissement, répondre à leurs problématiques financières, patrimoniales, fiscales et autres. Donc, on a un service également de gestion privée qui permet de répondre justement à ces sujets-là. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on a plus de la moitié de notre collecte qui vient de nos conseillers. Donc, finalement, c'est un petit peu moitié-moitié. On a une partie qui vient en totale autonomie parce qu'ils savent faire, ils connaissent, ils sont habitués justement à la digitalisation, et une autre partie qui veut être accompagnée et surtout qui veut être réassurée. Ça, c'est quand même le point, qui veut être rassurée, ça c'est le point très important parce qu'on n'est pas un mastodonte financier comme on peut le trouver, on est encore une petite structure, donc il faut rassurer, il faut parler et il faut montrer qu'il y a des personnes, il y a de l'humain derrière. Clément parlait d'humain, il faut montrer qu'il y a de l'humain derrière et ça c'est très important pour le client final. Ouais. Vous l'avez dit, pas de mastodonte, c'est mieux, c'est bien, c'est une force, le rebord par rapport au paquebot, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une des 3 grandes banques françaises qui est dans le dos, ou est-ce que justement on sait que quand il y a des initiatives qui marchent, ça pourrait arriver peut-être dans le futur. Aujourd'hui, quel est le futur là, pour vos structures? On commence avec Goodvest, c'est de continuer à croître, c'est de s'adosser peut-être à un moment à un plus gros? Pour l'instant, effectivement, c'est de continuer à croître. Nous, on reste totalement indépendants, donc les fondateurs et les salariés détiennent la majorité du capital. C'est de continuer à croître, continuer à diversifier notre offre. On a lancé, donc je disais, des contrats d'assurance vie, on a référencé des nouvelles UC de diversification au sein de nos contrats, des FCPR en dette privée, des unités de compte immobilières également. On va lancer également de nouveaux produits en dehors des contrats, via du private equity en direct, etc. Et donc c'est vraiment l'objectif, c'est d'étoffer la gamme de produits et de pouvoir répondre, d'avoir une gamme vraiment à 360 pour répondre à tous les besoins des investisseurs. Donc ça c'est un petit peu les projets de Goodvest. Et après sur l'adossement à un groupe, ça pour l'instant c'est pas ce qui est prévu en tout cas aujourd'hui. Il faut dire, vous êtes encore très jeune. Nalo, les projets là pour 2025 et au-delà. Ouais, alors Nalo, les projets, c'est évidemment continuer notre croissance. On parlait tout à l'heure du demi-milliard en cours, c'est évidemment d'aller plus loin. Voilà, exactement. On a hâte, mais c'est l'ambition en tout cas. Les projets, ça va être de diversifier notre offre effectivement un petit peu. Je parlais tout à l'heure de TF, de fonds en euros. On commence à faire des fonds immobiliers. On regarde ce qui se fait sur le marché des structurés. Il y a énormément de choses, mais donc c'est quelque chose qu'on va rajouter dans nos contrats en étant très précautionneux de la façon de le faire et de les intégrer. Mais voilà, donc on va continuer d'enrichir notre offre à pas mesurer, je dirais, parce que on a une base de clients qui sont venus vers nous parce que on était très performant sur la gestion des ETF. Donc ça reste notre socle et notre pilier. En revanche, par touche, on va réussir à aller développer notre offre pour répondre à des besoins qu'on a du mal à couvrir ou pour mieux couvrir certains besoins. Et puis couvrir ce maître mot, la diversification dans les portefeuilles et patrimoines. Aujourd'hui, voilà 2 acteurs en tout cas qui méritent d'être connus, Nalo et Goodvest, tous 2 primés par gestion de fortune, ce cas de l'assurance vie. En tout cas, merci Clément Nouvet, je rappelle que vous êtes le CEO de Nalo, et Mathieu Silva Santos, directeur de l'offre et de l'USR chez Goodvest. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'Effet Patrimoine.